Tout commence avec la ville plongée dans le chaos, tandis que des cris désespérés résonnent de toutes parts. Voyant cela, notre protagoniste comprend que la situation est critique et qu'il doit agir vite. Dans les rues, d'étranges créatures à l'énorme gueule émergent et se mettent à attaquer les gens. Pendant ce temps, dans un chat de jeu en ligne, tout le monde panique à propos d'une apocalypse zombie. Mais un joueur se plaint que les parents de ses coéquipiers n'arrêtent pas de faire irruption dans leur chambre en faisant du bruit. L'enfant utilise alors le chat vocal pour demander à un allié faible en vie si sa copine est dans les parages. Son coéquipier est sidéré, lui demandant s'il est une sorte de prophète, car la fille était littéralement en train de l'attaquer. La jeune femme sur ses genoux lui demande pourquoi il s'est arrêté au milieu de la partie. Se tournant vers lui, la fille révèle une bouche horrible et se jette sur lui sans prévenir. Malgré les supplications de ses alliés, l'enfant lui dit simplement de se concentrer sur la prise de la tour. Le protagoniste célèbre la victoire, remarquant à quel point c'était plus facile sans boulet dans l'équipe. Soudain, on frappe à la porte. C'est Lui Wei, sa voisine, qui supplie de l'aide. Il ouvre et elle explique que des fous sont dehors et qu'elle a besoin de se cacher. Le jeune homme accepte de l'aider mais lui demande d'abord de fermer les yeux, créant un moment de tension. La voisine obéit sans hésiter, disant qu'elle ferait tout ce qu'il demande en échange de sa sécurité. En un clin d'œil, un éclair lumineux fend l'air en direction de la femme aux yeux fermés. L'enfant déclare alors qu'il l'a aidée et qu'ainsi elle ne se transformera pas en monstre. À cet instant, une notification système apparaît, indiquant qu'il a gagné un point pour avoir éliminé un zombie. Notre héros se présente comme l'enfant, un simple architecte qui était juste en train de faire des heures supplémentaires. Il pense qu'un accident bizarre l'a entraîné dans toute cette pagaille apocalyptique. Il se souvient avoir essayé d'aider sa belle voisine, mais elle s'est soudain transformée et l'a mordu. Au moment où il allait périr, le système de l'apocalypse zombie s'est activé avec succès. Et c'est ainsi qu'il a été réincarné, complètement différent, avec une fenêtre système affichant ses nouvelles statistiques. Regardant l'écran, il comprend que le système récompense l'élimination de zombies avec des points d'attribut. Soudain, un autre monstre apparaît dans le couloir et commence à se repaître des restes de son ancienne voisine. La créature, couverte de multiples yeux, interrompt son repas et fixe le protagoniste d'un air confus. Sans hésiter, la bête à la bouche tentaculaire charge droit sur notre héros. Avec un sourire narquois, l'enfant dit qu'il voulait juste vérifier quelque chose et ordonne à la créature de garder ses distances. D'un seul coup, il vainc l'ennemi et reçoit un autre point système pour cette élimination. Son prochain mouvement est de verrouiller et de barricader toutes les portes et fenêtres pour éviter d'attirer plus de morts vivants. Plus tard, épuisé et entouré de corps gisant au sol, il dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va tous les aider. Mais il remarque quelque chose d'étrange et se demande pourquoi le corps de HW ne se relève pas comme les autres. Il réalise qu'elle a dû être mordue auparavant, ce qui, selon lui, va poser problème. Le protagoniste se plaint que l'odeur va être terrible et que ce serait un casse-tête s'il était vu avec eux. Pour résoudre cela, il ligote tous les voisins qu'il a trouvés en chemin, évitant ainsi tout problème futur. Ensuite, le jeune homme les traîne simplement dans un coin du couloir et les laisse attachés. À ce moment-là, il entend un bruit étrange venant du bout du couloir et se met en alerte. Plongeant son regard dans l'obscurité, il aperçoit la silhouette d'une personne en fauteuil roulant qui approche. La figure se révèle être un zombie hideux aux multiples yeux rouges et à la bouche tentaculaire. En un instant, l'abomination se jette sur le protagoniste à une vitesse incroyable, prête à frapper. D'un coup précis, notre héros vainc la créature, reconnaissant l'oncle Jang et se demandant comment il est monté à l'étage. Plaisantant sur la situation, il remercie le zombie d'avoir pris la peine de lui apporter le fauteuil roulant. Ensuite, le jeune homme utilise le fauteuil pour transporter ses voisins ligotés, promettant de le rendre plus tard. Il laisse ensuite le fauteuil roulant et son contenu devant l'appartement 203. Dehors, le héros réfléchit que même si c'est la fin du monde, il doit encore trouver des fournitures pour survivre. Regardant une benne à ordures, il se demande si les zombies sont considérés comme des déchets humides ou recyclables et gémit d'être seul. Mais c'est alors qu'il sent une présence étrange et tourne la tête vers l'un des bâtiments. Sur le balcon d'un appartement, il aperçoit un homme chauve en train de l'observer, reconnaissant le fils de l'oncle Joe. Le voisin chauve lui fait signe avec un sourire étrange, agissant comme si tout allait bien dans le monde. L'enfant se souvient que ce type avait l'habitude de le voler, et qu'après avoir appelé la police, il s'était encore fait tabasser. De retour dans le présent, notre héros l'interpelle, demandant à son voisin s'il a un problème avec lui, là en bas. L'homme chauve est surpris par le culot du gamin de crier aussi fort, pensant qu'il n'a pas peur d'attirer les zombies, mais il se dit que c'est une bonne chose que le gamin soit un idiot, car cela le rendra plus facile à manipuler. L'homme brandit une pancarte,
demandant à l'enfant d'aller chercher de la nourriture et des boissons et de les apporter à sa porte. D'un air calme, le protagoniste refuse catégoriquement de suivre les ordres de son voisin. Cela met l'homme chauve en rage, qui maudit le gamin de ne pas obéir à ses instructions. Il se calme et écrit que si le garçon l'aide, il l'emmènera dans une base secrète qu'il connaît. Malgré cette nouvelle offre, notre héros campe sur ses positions et refuse à nouveau d'aider. Le voisin est complètement déstabilisé par l'attitude du jeune homme et froisse furieusement le papier. Il crie alors que si le gamin veut en périr, il va exaucer son vœu et commence à lui jeter des objets. Les objets lancés par l'homme chauve se brisent au sol, mais le protagoniste reste impassible. Le tumulte attire plusieurs zombies qui se ruent vers le jeune homme toujours imperturbable. Observant la scène, le voisin chauve rit et nargue le garçon, supposant qu'il est trop effrayé pour courir. Mais sans hésiter, notre héros élimine l'un des monstres d'un seul coup, gagnant un autre point. Une notification système apparaît immédiatement, confirmant l'élimination et le point attribué. En observant cela, l'homme chauve est stupéfait par la force du gamin et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il fait alors remarquer qu'il reste un zombie, ricanant que les idiots qui le défient méritent ce qui leur arrive. Le protagoniste convient qu'il en reste un et révèle qu'il hisse un zombie sur ses épaules. De toutes ses forces, il projette la créature directement vers le balcon de son voisin. L'homme chauve panique, regardant le monstre voler vers lui et hurlant pour savoir ce que le gamin fabrique. La créature atterrit juste sur l'homme, l'attaquant sans pitié sur son balcon. Alors que les cris s'éteignent, notre protagoniste attrape un vélo et s'éloigne seul dans la rue sombre. Il atteint un supermarché et une nouvelle notification système apparaît, lui accordant un point supplémentaire. D'autres notifications de points apparaissent alors qu'il s'occupe des infectés à l'intérieur du magasin. À l'intérieur, il s'occupe avec désinvolture du manager zombie à la caisse et rassemble toutes les fournitures dont il a besoin. Avec son vélo et ses provisions, il prévoit de trouver un endroit sûr pour s'entraîner et obtenir de meilleurs équipements. Soudain, un bruit fort attire son attention, et une lumière aveuglante balaie son visage. En se retournant, le jeune homme voit un bus qui dévale la rue et se demande d'où il vient. Le rugissement du moteur du véhicule attire une horde massive de zombies qui se lance à sa poursuite. Le bus se rapproche rapidement de notre héros, qui lève la main pour signaler au conducteur de s'arrêter. Les phares intenses l'aveuglent un instant, déclenchant un souvenir douloureux de son passé. Dans une voiture, une femme se plaint de ne plus pouvoir supporter le garçon et exige que le conducteur s'en débarrasse. À l'arrière, le petit enfant serre son ours en peluche et sanglote, sa maman lui manquant. Cela met la femme en rage, qui crie sur l'enfant, le menaçant pour le faire taire. Elle perd finalement patience, saisissant le volant de la voiture en marche pour forcer un arrêt. La lutte entre les deux adultes sur le siège avant terrifie encore plus le petit garçon. Les larmes aux yeux, l'enfant fixe la scène, horrifié et confus. Brutalement, la voiture percute un autre véhicule, provoquant un accident dévastateur sur l'autoroute. De retour dans le présent, un jeune homme à la fenêtre du bus sourit, lui demandant s'il veut monter. Le même type rit, disant que s'ils ne le prennent pas, il n'a qu'à attendre que les zombies c'est un casse-croûte. L'enfant reste silencieux à l'extérieur, se contentant d'observer la situation depuis le toit du bus. À l'intérieur, un étudiant à lunettes interroge le comportement de son camarade, lui rappelant qu'il devrait s'entraider. Le tyran hurle qu'en période d'apocalypse, il fait ce qu'il veut et attaque vicieusement le garçon à lunettes. Il déclare ensuite qu'avec le professeur disparu, tous les chouchous du professeur sont maintenant sous ses ordres. Avec un sourire cruel, le tyran décide d'être généreux et d'envoyer son camarade rejoindre les monstres. Sans hésiter, il expulse le garçon du bus en marche et le jette sur la rue en contrebas. Le bus continue sa route, et le reflet de l'enfant dans le rétroviseur latéral le montre rester sur place. Le conducteur se moque de notre héros qui porte un couteau, le traitant d'idiot pour penser qu'il peut se battre seul. Mais le protagoniste fait face à la horde et déclare avec conviction qu'il ne mourra pas aujourd'hui. Il se souvient que sa mère lui a dit d'être un bon garçon courageux car un jour elle reviendrait le chercher. Se rappelant la promesse faite à sa mère, le couteau à la main, il est déterminé à devenir la personne qu'elle voulait qu'il soit. Avec une puissance incroyable, notre héros lance son couteau de cuisine directement sur le bus. La lame vole droit, frappant le pneu et faisant dérailler le véhicule. Le bus heurte un poteau, son pare-brise avant se brisant sous l'impact. Le tyran au volant est projeté au sol, blessé, et se met à supplier de l'aide, pleurant qu'il ne veut pas périr. L'enfant s'approche à vélo tandis que le tyran blessé admet qu'il avait tort et supplie d'être sauvé. Notre héros réplique qu'il n'est pas désolé, il a juste peur parce que son heure est venue. Avec un sourire,
il l'informe que son ami est en route et qu'il va les laisser à leur retrouvaille. Désespéré, le tyran hurle au protagoniste de revenir et de ne pas l'abandonner à la horde. À ce moment-là, l'étudiant qui a été expulsé réapparaît, maintenant zombie, juste devant son ancien camarade. La horde de zombies envahit le bus, et les cris horrifiés du conducteur résonnent dans la rue déserte. Pendant ce temps, l'enfant s'éloigne à vélo, et une notification affiche que sa force est maintenant hors norme. Soudain, une femme avec un enfant l'interpelle depuis la fenêtre d'un bâtiment, lui demandant d'attendre. Le jeune homme s'arrête et demande ce qu'elle veut alors qu'elle désigne la petite fille affamée à côté d'elle. À la porte de l'appartement, la femme tombe à genoux, suppliant pour un peu de nourriture pour sa fille. Le protagoniste lui offre 2 citrouilles et un melon d'hiver, laissant la femme stupéfaite par sa générosité. Alors que la femme tente de digérer cela, les yeux de l'enfant se verrouillent sur un objet à l'intérieur de son logement. Il repère une épée décorative accrochée au mur du salon et s'y intéresse. La propriétaire explique que c'est une réplique d'un jeu et lui offre l'épée pour sa protection. Avec un sourire, le jeune homme accepte le cadeau, et la femme ajoute qu'ils n'en ont pas l'utilité. Il la remercie pour l'arme et leur assure qu'il les aidera si elles en ont besoin, tandis que la petite fille le trouve bizarre. Dehors, le jeune homme admire sa nouvelle réplique de Frostmare, impatiente de l'essayer. À ce moment-là, une femme aux cheveux roses est projetée d'un immeuble alors que quelqu'un hurle qu'elle périsse. La femme s'écrase lourdement au sol, juste devant le protagoniste, choqué par cette scène soudaine et brutale. Levant les yeux, il aperçoit un homme corpulent sur un balcon, qui se plaint que la femme ait osé lui désobéir. Le brute allume une cigarette et grommelle sur ce gâchis, se demandant quand il en trouvera une autre comme elle. Notre héros voit que le corps de la fille est couvert de blessures et remarque un regard de pur désespoir et de rage dans ses yeux. Il se souvient alors que son expression est la même que celle de son père quand sa mère est partie. Ses yeux se remplissent de colère. Le protagoniste foudroie du regard l'homme sur le balcon et exige de savoir ce qu'il a fait. Le grand type se met en colère, demandant qui ose lui parler, pensant être le seul dans les parages. Il rugit alors que l'immeuble est son territoire et qu'il peut faire ce qu'il veut avec les femmes qui s'y trouvent. Sentant le danger, l'enfant décide qu'il doit agir pour protéger la mère et la fille qui l'ont aidé. Prenant la femme dans ses bras, il se prépare à monter au 5e étage pour affronter le vilain. L'homme ricane en voyant le garçon porter un corps, le traitant de loser de s'occuper de telles choses. Sur un ton menaçant, il dit à notre héros de déguerpir sinon il le fera regretter. Le méchant se retire dans son appartement, se plaignant de sa malchance de tomber sur des idiots. Il songe qu'avant, il n'osait jamais toucher aux femmes, mais maintenant, en pleine apocalypse, il peut faire comme bon lui semble. Soudain, des coups frappés à sa porte interrompent ses pensées, le faisant sursauter. Armé d'une batte de baseball, il s'approche de la porte, se demandant si un zombie se trouve de l'autre côté. L'homme se plaint qu'avec des zombies dans le couloir, ce sera plus dur de trouver d'autres personnes avec qui jouer. Jetant un œil par l'œilleton, l'homme se retrouve face au visage terrifiant de la femme qu'il a agressée. Il recule, choqué, complètement déconcerté par ce qu'il y a de l'autre côté de sa porte. Pendant ce temps, le protagoniste utilise le bras inerte de la femme pour frapper à la porte, essayant de faire ouvrir le vilain. Le brute ressent un soulagement quand il voit que ce n'est que le gamin et lui dit de déguerpir avant de se faire mal. Avec un sourire mauvais, il pense que s'il crie, les zombies viendront et dévoreront le garçon vivant. Mais avant qu'il ne puisse agir, notre héros pulvérise la porte blindée à main nue. Le vilain est complètement stupéfait par la puissance du garçon, se demandant s'il est même humain. À l'intérieur de l'appartement, l'enfant repère d'étranges instruments et réalise qu'ils ont servi à faire du mal à la femme. Le grand homme rugit de fureur, exigeant de savoir pourquoi le gamin a amené un corps chez lui. Le protagoniste, avec un regard glaçant, déclare qu'il l'a amené pour qu'elle soit témoin du prix que le vilain va payer. Quelque temps plus tard, notre héros traîne l'homme bâillonné dans les rues en direction d'un commissariat. Le brute se débat et essaie de crier, mais le bâillon le réduit au silence. Il déclare alors qu'amener un criminel devant la justice est la chose la plus normale au monde. Le vilain hurle que c'est une apocalypse, mais le jeune homme répond calmement qu'il a vu ça dans des films. L'enfant le traite d'imbécile de ne pas savoir faire la différence entre la fiction et leur sombre réalité. Arrivé au commissariat, le protagoniste se contente de jeter l'homme ligoté à l'intérieur du bâtiment. Le brute gémit de douleur, se demandant comment le gamin est assez fort pour le lancer ainsi. Il ricane alors, disant qu'il n'y a plus personne pour le juger puisque le monde a déjà pris fin. Mais avec un sourire sinistre, le protagoniste dit qu'il se trompe. Quelqu'un est bien là. Soudain, des dizaines de points lumineux rouges apparaissent dans l'obscurité, et le vilain fixe l'horreur.
Les policiers zombifiés se ruent sur le vilain tandis que notre héros dit qu'il recherche encore la justice, même dans la non-mort. Le lendemain, un groupe en véhicule blindé arrive à la bibliothèque de Hong City pour une mission. Le chauffeur, qui reste en arrière, dit à ses compagnons d'être extrêmement prudents à l'intérieur. La chef du groupe, une femme en tailleur, ordonne à ses hommes de se concentrer sur la recherche de manuels médicaux. En entrant, l'un des hommes d'équipe soupire de soulagement, commentant qu'ils ont de la chance qu'il n'y ait pas de zombies. Mais leur chef arrête net leur avancée, sentant que quelque chose ne va pas. Prudemment, elle jette un coup d'œil par l'entrebâillement d'une porte pour s'assurer que le chemin est dégagé. L'un de ses subordonnés insiste pour dire que tout va bien et qu'elle est juste paranoïaque. Elle ignore son commentaire et ordonne à tout le monde d'arrêter de bavarder et de trouver la section médicale. C'est alors que l'enfant apparaît avec un sourire amical et salue le groupe stupéfait. Il sursaute, choqué, et un homme le pointe du doigt, pensant qu'il s'agit d'un zombie parlant. Notre protagoniste précise qu'il est humain. Mais la chef, méfiante, lui demande ce qu'il fait ici. Tenant un livre, il répond sarcastiquement qu'il lit, puisque c'est après tout une bibliothèque. Un homme d'équipe chuchote à sa patronne que le gamin a raison, mais elle lui dit avec colère de la boucler. L'enfant dit qu'il ne veut pas d'ennui et leur demande poliment de baisser la voix. Alors qu'il s'éloigne, l'un des hommes reconnaît l'épée du héros et murmure que le gamin est complètement fou. La chef ordonne alors à ses hommes de se taire et de l'éviter à tout prix. Elle ressent une aura dangereuse émanant de lui et presse son équipe de prendre les livres pour pouvoir partir. Le groupe se met rapidement au travail, fouillant les étagères à la recherche de livres médicaux, mais la femme se fige à nouveau en voyant le protagoniste assis calmement à une table en train de lire. La suspicion de la chef atteint son paroxysme et elle lui demande directement ce qu'il veut d'eux. Notre héros explique qu'ils doivent correctement enregistrer les livres qu'ils emportent, car ce sont des biens publics. Le groupe est sidéré, se demandant de quel asile psychiatrique il s'est échappé. La femme lui demande s'il a la moindre idée de ce qui se passe dehors, le traitant de complètement délirant. Assis calmement, il répond qu'il est au courant de l'apocalypse, mais qu'à part cela, les choses n'ont pas beaucoup changé. La chef de l'équipe doute encore de ses paroles, son visage affichant une incrédulité totale. Un de ses hommes s'irrite, disant qu'il devrait simplement s'occuper de leurs affaires et partir. L'enfant est d'accord et se présente, offrant son aide s'il rencontre un danger sur le chemin du retour. Le groupe est sans voix devant cette étrange offre, le dévisageant dans une confusion totale. Après un remerciement rapide, il décide de fuir aussi vite que possible, convaincu qu'il est dangereusement dérangé. Seul dans la bibliothèque, le héros constate qu'ils sont partis si vite sans même échanger leur nom. Il décide de se concentrer sur l'étude de l'agriculture pour devenir autonome. Loin de là, dans une base souterraine, un scientifique note que l'activité cellulaire chez les infectés est en hausse. Un autre chercheur demande si cela signifie que les monstres évoluent alors qu'ils analysent un spécimen. Deux supérieurs discutent de la création d'un anticorps, mais le virus ne ressemble à rien de ce qu'ils ont jamais rencontré. L'un d'eux émet la théorie que les zombies sont en fait des morts ressuscités vivants sous une nouvelle forme. De retour au complexe, l'enfant trouve l'endroit parfait pour démarrer son jardin communautaire. Avec son épée au dos, il s'apprête à appliquer tout ce qu'il a appris dans les livres. Le jeune homme crie alors aux immeubles environnants, se présentant et annonçant son projet de faire pousser des légumes. Mais ces cris attirent l'attention de nombreux zombies qui accourent dans sa direction. Les morts-vivants ne sont cependant pas de taille pour lui et sont facilement éliminés un par un. Épée en main, le protagoniste fait face à la horde sans la moindre peur. Avec des mouvements rapides et précis, il élimine chaque dernier monstre, accumulant de nombreux points système. Satisfait de son travail, il déclare qu'il peut maintenant planter ses cultures sans craindre les attaques de zombies. Regardant les corps au sol, il conclut que personne d'autre n'est en vie dans les environs et que sa récolte sera en sécurité. Son estomac gronde et il décide qu'il doit manger avant de commencer à travailler sur son nouveau jardin. Il rend ensuite visite à la mère et à la fille, partageant un repas de nouilles instantanées avec elle. La femme, inquiète pour l'avenir, dit qu'elle ne peut pas continuer à accepter des aides gratuites éternellement. Le jeune homme demande alors carrément s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour améliorer leur situation. La femme est surprise par son offre d'aide simple et directe. Rassemblant son courage, elle dit qu'elle veut emmener sa fille et partir avec lui pour un endroit plus sûr. Le protagoniste s'illumine à cette idée et leur propose de les aider à déménager dans son quartier. La femme est confuse par cette histoire de loyer, se demandant s'ils sont sur la même planète. Pendant ce temps, dans un autre immeuble de la ville, un groupe de survivants a du mal à faire face à l'apocalypse. Soudain, l'un de leurs téléphones portables sonne, faisant sursauter l'homme qui pense qu'il s'agit peut-être d'une équipe de sauvetage.
Il répond à un appel d'un homme nommé Shen. On lui demande s'il loue une maison. Le type raccroche, irrité, supposant que c'est un cinglé qui lui fait une farce. Il se plaint alors que l'apocalypse a frappé sans prévenir, sans aucun signe d'effort de sauvetage. Mais à son étonnement, le téléphone sonne à nouveau, le même numéro étant persistant. Furieux, il répond et crie sur le protagoniste, qui voulait simplement louer une maison pour la mère et l'enfant. Le protagoniste raccroche, se plaignant de la mauvaise humeur des gens de nos jours. Il décide alors de rappeler l'homme, laissant la femme à côté de lui complètement déconcertée. De l'autre côté, l'homme hurle de rage, mais l'enfant répète calmement qu'il veut juste louer la maison. À bout de patience, l'homme accepte la location, révèle son emplacement et le défie de venir. Notre héros exulte, disant à la mère et à la fille d'attendre pendant qu'ils sécurisent leur nouvelle maison. Avant que la femme ne puisse protester, le protagoniste est sorti, les laissant seuls dans l'appartement. Sur le toit, un collègue demande à Shen ce qui s'est passé, et il répond « C'était juste un idiot ». Son ami l'attire alors à l'écart pour discuter de quelque chose de sérieux et d'important en privé. Il révèle qu'avec leurs provisions actuelles, ils ne tiendront que encore une quinzaine de jours. L'ami suggère d'abandonner les 4 membres âgés de leur groupe pour économiser la nourriture pour les autres. Avec un sourire sinistre, il propose de régler le problème et aussi de se débarrasser des autres hommes. Il prévoit également d'éliminer les femmes moins attirantes, ne gardant que les plus jolies pour eux. Les deux lorgnent alors les femmes avec une intention malveillante, convenant de s'amuser un peu. Pendant ce temps, l'enfant traverse à vélo des rues grouillantes de zombies, ses statistiques montrant une augmentation de son endurance. Du haut de l'immeuble, les survivants aperçoivent le jeune homme pédalant calmement à travers la horde. L'un d'eux lui crie de ne pas être idiot, pensant qu'il n'ira pas loin à vélo. Le protagoniste pédale avec agilité, se faufilant entre les monstres alors qu'il approche de sa destination. Il arrive à destination, le luxueux condominium du groupe international Fan, et est totalement impressionné. En se retournant, il se rend compte qu'il a réussi à semer la horde de zombies qui était à ses trousses. Sur le toit, Shen rassure son groupe qu'avec lui aux commandes, ils mangeront tous bien et vivront mieux. Au même moment, les 4 seigneurs du groupe parlent tranquillement dans un coin du toit. Un soldat à la retraite dit qu'ils sont devenus un fardeau, et que le monde a besoin des jeunes pour se reconstruire. Un ingénieur militaire à la retraite regarde tandis qu'un autre senior note qu'il a finalement accepté la situation. L'ex-soldier demande alors à l'ingénieur s'il ressent la même chose, qui répond que ce qui compte, c'est la survie. Une enseignante à la retraite console son mari, lui disant de ne pas s'excuser de l'avoir entraîné dans cette situation. Simultanément, Shen et son homme de main se réjouissent d'avoir si facilement influencé les autres. L'homme révèle alors son complot pour se débarrasser des personnes âgées et des autres hommes pour tout garder pour lui. Mais soudain, l'un des seigneurs se lève, annonçant qu'ils ont entendu tout le plan de Shen. L'ex-soldier dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, les personnes âgées attendront simplement la fin en paix. Cela plonge les autres survivants dans la panique, et ils commencent à crier pour jeter les seigneurs du toit afin d'éviter les ennuis. C'est alors que des coups frappent à la porte du toit, et une voix calme appelle Monsieur Shen. Le groupe se retourne, surpris, alors que la voix s'identifie comme la personne qui a appelé pour la location. Furieux, Shen crie sur le nouveau venu, demandant qui plaisanterait sur une telle chose en pleine apocalypse. Soudain, la porte blindée est arrachée de ses gonds avec une force énorme, effrayant tout le monde. L'enfant apparaît alors dans l'embrasure, s'excusant et disant qu'il ne savait pas que la porte était si fragile. L'homme de main de Shen chuchote un plan pour utiliser le nouveau venu comme appât pour les zombies qu'ils attireront. Les deux partagent un sourire malveillant, approuvant l'idée de résoudre 2 problèmes d'un coup. Notre héros demande qui est Monsieur Shen, et l'homme répond que c'est chez lui et qu'il peut partir maintenant. Le jeune homme le remercie et lui offre son paiement de 5000 pour le loyer, laissant Shen encore plus déconcerté. Perdant patience, Shen prend l'argent et dit au gamin de rester aussi longtemps qu'il veut, pourvu qu'il déguerpisse. En partant, le protagoniste dit merci et au revoir, laissant les hommes sur le toit complètement confus. Il s'approche alors des seniors et demande si Monsieur Zhao Agent est parmi eux, surprenant tout le monde. Le jeune homme reconnaît l'ingénieur à la télévision, le qualifiant de héros pour son travail sur la technologie des armes de la nation. Le protagoniste demande alors au senior s'il prévoit de quitter le toit puisque c'est dangereux dehors. L'ex-soldier explique qu'il préfère laisser les provisions à la jeune génération et ne pas gaspiller de ressources. Avec un regard déterminé, le jeune homme fait face au senior, son expression devenant d'une intense gravité. Le groupe de Shen est secoué par le regard du garçon et leur chef réalise qu'il est extrêmement dangereux. Notre héros offre alors sa protection au senior, affirmant qu'il est assez fort pour les garder en sécurité.
L'ex-soldier décline poliment, disant qu'il ne ferait que le ralentir et sont juste heureux de savoir qu'une personne comme lui existe. Mais le jeune homme insiste, leur offrant une place dans son quartier, une proposition qui choque les seniors. Sans leur laisser une chance de refuser, le protagoniste prend les seniors par la main et les emmène. L'homme de main de chêne essaie de les arrêter, mais le chef du groupe le retient, lui disant de les laisser partir. Chad explique que leur plan n'a pas changé, et que le garçon n'interférera pas avec leurs objectifs. Avec un sourire mauvais, il révèle qu'ils utiliseront les seniors pour attirer les zombies et se débarrasser de tout le monde. Alors qu'ils descendent les escaliers, le protagoniste utilise son épée pour dégager les barricades sur leur chemin. Il lève alors les yeux vers l'immeuble et voit le groupe de chêne les observer depuis le bord du toit. Les hommes de chêne commencent à jeter des objets lourds du toit pour attirer l'attention des zombies. Les seniors sont horrifiés par la cruauté des jeunes, se demandant comment ils peuvent être si malveillants, mais le protagoniste, d'un regard froid, dit qu'ils sont encore pires qu'ils ne l'imaginent et qu'ils ne s'arrêteront pas. L'ex-soldier réalise alors que le groupe de chêne prévoit de les utiliser comme appât pour les morts-vivants affamés. L'ingénieur à la retraite remarque quelque chose d'inhabituel au sol et interroge ses compagnons à ce sujet. Il est stupéfait par le nombre incroyable de corps de zombies éparpillés dans la cour du condominium. L'ex-soldier doute que quiconque ait développé un moyen d'éliminer les monstres si facilement. Avec un sourire confiant, le protagoniste explique qu'il a dû nettoyer les zombies pour les atteindre. Les seniors sont complètement sidérés par cette révélation, criant d'incrédulité devant la puissance du jeune homme. Sur le toit, les hommes de chêne n'entendent rien, et l'un d'eux se demande pourquoi il y a tant de corps en bas. Chêne, sceptique, s'approche du bord pour voir la scène de ses propres yeux. Après confirmation, il est sous le choc, réalisant que le garçon est bien plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Dans un geste désespéré, l'homme de main de chêne essaie de jeter l'un de leurs propres hommes du bâtiment. L'homme se tourne vers le groupe, demandant pourquoi tout le monde lui lance un regard si étrange. Le vilain annonce alors que si les objets n'attirent pas les zombies, ils utiliseront l'odeur de la chair humaine comme appât. Chêne loue l'ingéniosité de son subordonné tandis que les autres applaudissent le plan maléfique du groupe. Soudain, des cris de douleur éclatent sur le toit et le protagoniste se retourne, surpris. Des zombies sont apparus sur le toit et commencent à attaquer les survivants qui n'ont nulle part où s'échapper. Du haut de l'immeuble, les hommes de chêne observent le résultat de leur plan et célèbrent le malheur des autres. Les seniors sont terrifiés en voyant les zombies progresser vers les autres survivants là-haut. Le protagoniste demande alors à l'ex-soldier s'il a une voiture, car son vélo ne pourra pas transporter tout le monde. Avec un sourire, il dit que son vélo ne peut pas porter autant de monde et qu'ils auront besoin d'un autre moyen de transport. Il dit ensuite au senior de partir devant, expliquant qu'il doit s'occuper de quelque chose avant de les rejoindre. Les seniors essaient de le convaincre de venir avec eux, mais le jeune homme insiste sur le fait qu'ils ont plus de valeur vivant que lui. L'ingénieur à la retraite dit aux autres de se calmer, faisant confiance au jeune homme pour avoir un plan. Pendant ce temps, le protagoniste fait face à la horde de zombies, se moquant de leur piètre endurance physique. Seul, il affronte la foule de morts-vivants qui s'amassent contre une grille de sécurité verrouillée. Depuis le toit, Chêne et son acolyte observent la scène, se demandant pourquoi le garçon a couru droit vers la horde. Chêne rit, concluant que le gamin a ouvert la grille pour les zombies et qu'il fuit maintenant, terrifié. Il ricane, disant « Fuir est un instinct de survie basique que même un idiot ne peut combattre. » Mais l'homme de main de chêne remarque que quelque chose ne va pas avec la direction que prend le garçon. Les deux réalisent alors que le protagoniste attire la horde de zombies directement vers eux. La foule de morts-vivants déferle, se ruant vers l'immeuble des survivants, affamés de chair. Arrivé à l'entrée de l'immeuble, notre héros se tourne vers les hommes sur le toit et leur demande ce qu'ils fabriquent. Avec un sourire ironique, il dit qu'il essayait juste d'être utile et leur a amené les zombies qu'il voulait. La horde envahit l'immeuble, remontant les escaliers vers le toit où les survivants sont piégés. Le groupe sombre dans la panique, hurlant de terreur tandis que les zombies se rapprochent. Loin du chaos, le protagoniste appelle tout le monde à dîner dans un nouvel appartement sécurisé du complexe. Ils mangent ensemble, remerciant le héros de les avoir sauvés et de leur avoir donné une nouvelle chance. La petite fille Fafi fixe le jeune homme et demande pourquoi il la regarde comme ça. Le protagoniste lui demande alors où est son cartable d'école, laissant la fille complètement confuse. Il explique que Madame Lang, l'enseignante à la retraite, peut lui donner des cours même pendant l'apocalypse. La petite fille se plaint à sa mère, disant qu'elle ne veut pas étudier pendant la fin du monde. Sa mère la réconforte, lui disant d'écouter car étudier est la seule chose qu'elle puisse encore faire. Et c'est ainsi que la résidence Sunshine de l'Infant accueille 6 nouveaux résidents, insufflant de la vie dans l'endroit.
Le jeune homme s'excuse alors pour sortir les poubelles et aller chercher le cartable de la fille, laissant les autres à table. Dehors, 2 zombies errent dans les rues, se dirigeant vers l'une des maisons du complexe. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher, 2 flèches précises frappent leur tête, les abattant instantanément. Depuis une fenêtre, un jeune homme à l'arc célèbre se travaille facile, remarquant que nettoyer les rues a été un jeu d'enfant. Dans un garage, le groupe de la bibliothèque discute de leur situation en provisions et de l'usine locale de traitement de l'eau. Soudain, un bruit fort fait sursauter l'archer, qui se demande ce qui se passe dehors. Une explosion massive résonne dans les rues, attirant l'attention de tous les zombies aux alentours. La chef du groupe observe la scène, se demandant qui, en son bon sens, provoquerait un tel tumulte dangereux. Au milieu du chaos, une femme court pour sauver sa vie, criant à l'aide alors qu'elle est poursuivie par une nuée de zombies. D'un coup, une griffe de monstre transperce la poitrine d'un zombie, l'éliminant d'un seul coup. Un zombie géant et musclé apparaît devant la femme, terrifiant tous les témoins de la scène. La chef du groupe est choquée par cette mutation, se demandant si les monstres peuvent vraiment évoluer. De nulle part, une poubelle mobile apparaît dans la rue et un bruit étrange captive l'attention de tous. La femme est effrayée par cette nouvelle perturbation, craignant qu'un autre zombie géant ne soit apparu. La poubelle percute alors le zombie géant et l'enfant s'excuse pour la collision avec un sourire. Le protagoniste invite ensuite le monstre à un jogging nocturne pour se racheter. La chef du groupe de la bibliothèque reconnaît le jeune homme, surprise de le revoir dans une telle situation. Un de ces hommes comprend qu'il a attiré le zombie au loin et que, grâce à lui, ils sont maintenant en sécurité. La caméra recule, montrant le protagoniste qui sprinte dans les rues avec un zombie géant à ses trousses. Fatigué de courir, le protagoniste décide d'oublier la déchetterie et de trouver un autre endroit pour jeter les ordures. Soudain, un groupe d'hommes l'interpelle depuis un balcon, lui demandant ce qu'il fait là en bas. Il explique qu'il cherche juste un endroit pour jeter ses ordures puisque la benne communautaire est pleine. Les hommes rient de lui, se moquant du gamin qui s'inquiète des déchets pendant l'apocalypse. Le protagoniste demande si sortir les poubelles n'est pas une chose normale à faire et propose son aide s'ils en ont besoin. Le chef du groupe s'agace de son attitude et le menace, disant qu'il peut envoyer des mercenaires après lui. Imperturbable, notre héros dit simplement au revoir et s'en va, exaspérant les hommes par son audace. Le groupe décide alors d'attirer quelques zombies pour s'amuser à regarder le gamin se faire chasser. Il commence à crier et à faire du bruit, espérant attirer l'attention des morts-vivants dans la rue, mais à leur surprise, la rue reste silencieuse, sans aucun signe de zombie. Déconcerté, il se demande si tous les zombies sont disparus jusqu'à ce que l'un d'eux repère quelque chose qui approche. Le protagoniste apparaît alors sur leur balcon, leur disant de ne pas s'inquiéter des zombies dehors. Il entre dans l'appartement et dit qu'il sera de retour, ayant d'abord besoin de régler quelque chose. Le chef du groupe est furieux de cette intrusion, le traitant de débutant pour avoir amené des zombies si près. Soudain, un bruit fort provenant du toit effraie tout le monde, et ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Un des hommes demande ce qui fait autant de bruit, et il s'approche prudemment de la fenêtre pour enquêter. Une créature monstrueuse aux yeux rouges apparaît sur le toit et rugit vers les hommes terrifiés. Dehors, le protagoniste observe la scène et commente que les gars semblent s'entendre plutôt bien avec les zombies. Il entend alors un bruit étrange provenant d'une librairie voisine et décide d'en trouver la source. S'approchant de la boutique, il entend ce qui ressemble à des pleurs de bébé et entre pour voir ce qui se passe. Gravir les escaliers de la librairie, il se demande s'il peut vraiment y avoir un bébé tout seul ici. En atteignant le sommet, il est confronté à la vue d'une femme avec une corde autour du cou. Il réalise alors que l'enfant est vivant et se demande pourquoi la mère a fait un choix aussi drastique et définitif. Le protagoniste conclut que la femme a simplement renoncé à s'occuper de son propre enfant. En regardant de plus près, il voit que la femme tient un nourrisson qui pleure dans ses bras. Doucement, il prend l'enfant et le réconforte, promettant de les sortir de cette situation. À côté du bébé, il trouve un journal intime et décide de le lire pour comprendre ce qui s'est passé ici. Dans le journal, la mère explique qu'il n'y a plus de nourriture ni de secours, et que son temps est compté. Pour éviter de faire du mal à son enfant, elle s'est cassé les dents et s'est scellé la bouche avec du ruban adhésif. Elle dit ensuite ses derniers adieux, demandant à celui qui trouvera son enfant de le laisser aimer, même s'il est un fardeau. Ému par l'histoire, le protagoniste promet à la femme qu'il fera tout ce qu'il peut pour aider son fils à survivre. Soudain, un ballon de basket tombe au sol avec un bruit étrange, faisant sursauter le jeune homme. Il se retourne pour voir le ballon rebondir tout seul sur le sol de la librairie sombre et passe en état d'alerte. Du plafond, une créature hideuse aux yeux rouges et aux dents acérées saute pour l'attaquer. Notre héros esquive de justesse,
réalisant que ce monstre est bien plus rapide que n'importe quel zombie qu'il a affronté jusqu'ici. Il se demande comment le bébé a survécu avec un tel zombie puissant à proximité, et une idée le frappe. Le protagoniste réalise que le zombie utilisait les pleurs du bébé comme appât pour attirer des proies. La créature bondit à nouveau, mais cette fois le jeune homme est prêt au combat et l'affronte de front. D'un coup propre de son épée, il vainc le zombie évolué, gagnant 3 points du système. Tenant le bébé, il se demande ce qui se passe, car les zombies qu'il a rencontrés jusqu'à présent n'étaient pas intelligents. Il conclut que le zombie a appris à utiliser un appât en lisant des livres, prouvant que le savoir est vraiment une puissance. Saisissant l'occasion, il décide de prendre quelques livres et fournitures scolaires pour la petite Fafi. Pendant ce temps, dans une base souterraine dans le désert, des scientifiques analysent les progrès de l'infection zombie. Un scientifique tient un cristal rouge extrait de la tête d'un zombie mutant et l'examine. Un officier militaire explique qu'ils ont trouvé le cristal en examinant les restes inhabituels du monstre. Le scientifique demande ensuite un rapport complet sur la créature pour mieux comprendre la mutation. Un soldat rapporte que la première balle de sniper a touché la tête du zombie, mais n'a pas suffi à l'arrêter. Même avec une balle dans la tête, le monstre a continué à charger vers la base à grande vitesse. Le zombie n'a finalement été abattu qu'après plusieurs tirs consécutifs qui ont complètement pulvérisé sa tête. L'officier est stupéfait. Jusqu'à présent, une seule balle dans la tête suffisait à éliminer n'importe quel zombie. Le scientifique conclut que les zombies évoluent pour devenir immunisés contre les tirs dans la tête. Il s'inquiète pour l'avenir alors que leurs quelques bases de contact restantes sont de plus en plus isolées. L'officier suggère alors une idée basée sur les romans de zombies qu'elle lisait auparavant. Elle explique que dans ses livres, les humains vainquent les zombies pour obtenir des cristaux et évoluer en super-humains. Le scientifique est complètement déconcerté par l'idée d'utiliser des romans de zombies comme base pour leurs recherches. Loin de là, une femme en robe élégante regarde par sa fenêtre et est surprise de voir quelqu'un dehors. Elle est choquée de voir l'enfant se promener calmement dans les rues infestées de zombies. Le protagoniste sent son regard et se tourne dans sa direction, la faisant sursauter de peur. L'influenceuse culinaire, Sushia Xiaoyao, se cache, terrifiée à l'idée d'être découverte par le jeune homme. Dehors, notre héros réalise qu'il a trouvé encore un autre survivant au milieu du chaos apocalyptique. Soudain, il entend un moteur de voiture et se retourne pour voir ce qui se passe dans la rue. Une voiture freine brutalement devant un commissariat et un groupe d'hommes en sort précipitamment. Les membres du gang de Hang City se préparent à entrer dans le bâtiment, à la recherche de quelque chose. Le protagoniste fait signe au groupe, sentant la forte odeur de sang sur eux, même à distance. Un des hommes est surpris de voir quelqu'un en vie et suggère de l'éliminer pour éviter des complications. Mais leur chef dit qu'ils ne peuvent pas risquer d'alerter les zombies car ils sont en mission pour le patron. Le chauffeur reste dans la voiture, prévoyant d'attacher le gamin au pare-choc et de le laisser aux zombies. Soudain, l'enfant apparaît à la vitre de la voiture avec un sourire glaçant, le fixant de près. Avec un sourire innocent, il demande ce que le groupe fabrique et leur adresse un salut amical. Le chauffeur est effrayé par son apparition soudaine, se demandant comment le gamin est arrivé si vite. Dehors, les autres membres du gang sont surpris de voir le jeune homme discuter avec leur chauffeur. L'homme dans la voiture joue la décontraction, demandant si ses compagnons ont trouvé ce que le patron voulait. Le chef du groupe confirme, disant qu'avec les armes qu'ils ont trouvées, ils vont vivre confortablement. Il demande ensuite au protagoniste comment il a survécu tout seul, et le jeune homme explique sa tactique bizarre. L'homme est complètement déconcerté par la réponse, se demandant s'il a mal compris quelque chose. Soudain, le chef du gang pointe une arme sur notre héros, le menaçant de reculer. Avec un sourire moqueur, il demande si le gamin a une idée de ce qu'il tient. L'enfant déduit alors correctement que le groupe a cambriolé le commissariat pour voler des armes à feu et les fixe du regard. Le chef se met en colère à cette accusation, disant qu'il n'y a pas de vol pendant l'apocalypse et qu'il les sous-estime. Avant qu'il ne puisse tirer, le protagoniste lui tranche le bras d'un mouvement rapide et précis de son épée. Il s'excuse sarcastiquement. « Désolé, je me suis tellement habitué à abattre des zombies que j'ai oublié qu'ils étaient humains. » Un autre membre du gang pointe une arme sur le jeune homme, le menaçant pour avoir attaqué leur chef. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la détente, le protagoniste coupe son arme en deux d'un seul coup d'épée. Les autres membres du gang sont horrifiés par la vitesse et la puissance du jeune homme, craignant pour leur vie. Le bruit des coups de feu attire les zombies, et le chauffeur crie à ses compagnons de monter dans la voiture. Une horde de zombies encercle le véhicule et les membres du gang paniquent face à la situation dangereuse. Le chauffeur démarre en trombe, abandonnant ses compagnons à être dévorés par les zombies.
Les hommes abandonnés hurlent de terreur alors que la horde de morts-vivants se referme sur eux. Encerclés par les zombies, ils n'ont nulle part où courir et sont impitoyablement attaqués par la foule affamée. Le protagoniste observe la scène, remarquant que même les citoyens serviables ne peuvent résister à l'envie de se précipiter pour aider. Il saute par-dessus les hommes, déclarant que la justice peut être lente, mais que dans ce monde, elle ne fait jamais défaut. Avec un dernier adieu, notre héros abandonne les membres du gang à leur sombre destin et s'éloigne. Un des hommes crie à ses compagnons de saisir leurs armes, mais il est déjà trop tard. Les zombies les dévorent sans merci, leurs cris agonisants résonnant dans la rue sombre et vide. Depuis sa fenêtre, l'influenceuse, Sushia, observe le chaos, se demandant ce qui se passe. Elle déplore la situation, supposant que le jeune homme qui a provoqué ce tumulte a dû être dévoré. D'un coup, l'enfant apparaît à sa fenêtre avec un sourire terrifiant, la faisant sursauter alors qu'il regarde à l'intérieur. La femme est effrayée par son apparition, se demandant comment il a réussi à monter au 3e étage. Notre héros s'assied alors tranquillement sur son unité de climatisation, décidant de laisser à la femme un moment pour se calmer. Avec un plan en tête, il décide qu'il lui rendra visite chaque jour pour lui montrer qu'il n'est pas une menace. Sushia, réalisant qu'elle a été découverte, serre un couteau fermement. Elle pense qu'elle ne peut pas s'échapper et préfère se faire du mal plutôt qu'il ne la touche. Pendant ce temps, dans un quartier haut de gamme, une voiture couverte de sang s'arrête et quelqu'un crie dans le désespoir. L'homme de main chauve qui a fui le commissariat entre en courant, avertissant son patron que quelque chose a mal tourné. Le chef du gang, un homme nommé Wong Dafu, demande calmement ce qui s'est passé tout en tirant sur un cigare. L'homme explique qu'ils sont tombés sur un autre groupe au commissariat et ont été pris en embuscade, mais dans son esprit, il se souvient qu'il a en réalité abandonné tout le monde pour sauver sa peau. Le silence du patron terrifie l'homme de main, qui sait que son supérieur est incroyablement puissant. Froidement, le leader écrase son cigare sur le front de l'homme et demande pourquoi il n'est pas mort avec les autres. Le subordonné endure la douleur en silence, craignant que blesser son patron ne lui vaille d'être éliminé. Bégayant, il prétend qu'il peut encore être utile et propose de continuer à être le chauffeur du patron. Wong Dafu le congédie et l'homme se précipite hors de la pièce du chef. Seul, le patron réfléchit qu'il doit être prudent car un autre groupe puissant opère dans la ville. Changement de décor, nous voyons la résidence Sunshine où vit le protagoniste avec les autres survivants. Une des femmes âgées plante des graines, commentant qu'elle en aura besoin de plus la prochaine fois. Pendant ce temps, les deux messieurs renforcent les portails, assurant la sécurité de tous à l'intérieur. L'enseignante à la retraite fait cours à la petite Fafi, qui se plaint de devoir étudier les sciences. La petite fille est submergée par l'énorme pile de livres qu'elle doit lire. C'est alors que l'enfant arrive avec un tout nouveau cartable d'école pour la petite fille et la couvre d'éloges. Émue par le cadeau, la fille se met à pleurer et le protagoniste plaisante en disant qu'elle doit vraiment adorer étudier. Soudain, le bébé qui l'a sauvé se met à pleurer dans ses bras, surprenant notre héros. La mère de Fafi s'informe sur l'enfant et il dit qu'il veut que l'ancien médecin militaire l'examine. La femme âgée qui est médecin s'approche et lui demande avec insistance d'amener le bébé. Un peu plus tard, le bébé est plus calme, mais son corps est couvert de rougeurs et de plaies. L'ex-médecin militaire soigne les blessures, disant qu'ils l'ont heureusement trouvé juste à temps car l'enfant est très faible. Elle demande ensuite le nom de l'enfant, et le jeune homme dit que le journal de la mère mentionnait seulement Ming Ming. La femme suggère que la fille prenne son nom de famille, mais le jeune homme refuse, voulant honorer sa mère. La mère de Fafi propose de s'occuper de l'enfant puisque notre héros n'a aucune expérience avec les nourrissons. Il la remercie, suggérant qu'elle prenne le quart de jour et lui la nuit, mais quelqu'un appelle son nom d'urgence. Le protagoniste se retourne, surpris par le cri, et demande quelle est l'urgence. Un des seniors crie désespérément depuis la barricade, avertissant que la rue grouille de morts-vivants. Choqué, notre héros ne peut y croire, se demandant comment c'est possible puisqu'il avait nettoyé toute la zone. Il commence à soupçonner que peut-être les monstres ont évolué et possèdent maintenant une certaine intelligence. À ce moment, un camion dévale la rue, traînant une horde massive de zombies derrière lui. À l'intérieur du véhicule, un homme avec des lunettes et une casquette klaxonne sans relâche pour attirer encore plus l'attention. Le senior explique que le conducteur faisait exprès du bruit pour éloigner les zombies d'un magasin. Jetant un coup d'œil à travers la barricade, le protagoniste confirme l'histoire, disant « Vous avez aussi vu toute l'affaire ». La voie étant libre, un groupe de survivants sort du magasin pour récupérer des fournitures. Sur les écrans de sécurité, les seniors remarquent que le camion fait demi-tour et revient. Le jeune homme est confus par la manœuvre du conducteur, incapable de comprendre son plan.
Le camion accélère alors directement vers le groupe de survivants à l'extérieur du magasin. Les hommes réalisent que le conducteur essaie de les abandonner et commencent à paniquer. Dans un flashback, le conducteur se souvient être avec sa famille au début de l'apocalypse. Il avait promis à sa femme et à sa fille qu'il reviendrait vite avec des provisions pour elles. Mais quand il est sorti chercher de la nourriture, il a été encerclé par des zombies et un camion est apparu de nulle part. 2 hommes en sont descendus et l'ont sauvé des morts-vivants avec un bouclier et un tuyau en fer. À genoux, il les a suppliés de l'aider, lui et sa famille. À sa surprise, le chef du groupe a accepté d'aider et l'a invité dans un abri sûr. Mais quand ils ont vu sa femme, les hommes ont révélé leurs véritables intentions. Et l'ont agressé. Pendant ce temps, le conducteur était ligoté, forcé de regarder, impuissant. Désespéré, il a crié de toutes ses forces, mais il n'y avait personne pour l'aider. Sa femme a essayé de se défendre, mais a finalement été jetée du sommet d'un immeuble par ses agresseurs. La femme n'a pas survécu à la chute, laissant le conducteur brisé par la cruauté des hommes. De retour dans le présent, l'homme jure de se venger, promettant que ces bêtes ne sortiront pas vivantes de cette histoire. Les yeux emplis de rage, il écrase l'accélérateur pour écraser ses anciens compagnons. Le camion percute avec une force immense, provoquant une explosion massive devant la résidence. Intrigué par le bruit, l'enfant décide d'aller enquêter, bien qu'un des seniors essaie de l'en empêcher. Au milieu des décombres, le conducteur est encerclé par des zombies sans possibilité de s'échapper. C'est alors que le protagoniste apparaît et dit aux zombies de déguerpir et de ne pas causer de problème. Les morts-vivants fixent le jeune homme, complètement déconcerté par sa demande étrange. Mais les zombies l'ignorent, avançant en grondant vers notre héros. Perdant patience, il remarque que les bons conseils sont perdus pour les condamner et élimine un monstre. Les seigneurs observent, l'un d'eux concluant que le jeune homme est un super soldat et l'espoir de l'humanité. Dehors, les corps des anciens alliés du conducteur sont éparpillés parmi les débris. De retour au complexe, l'ex-médecin militaire examine le conducteur et rapporte qu'il n'a que quelques égratignures. Elle explique que l'airbag l'a sauvé et que le sang ne provenait que d'un saignement de nez, ce qui soulage grandement le jeune homme. L'enfant déclare ensuite que le désordre à l'extérieur doit être nettoyé et que le conducteur en est responsable. Les autres survivants sont sans voix, trouvant sa logique étrange mais en quelque sorte correcte. L'homme se réveille alors, se demandant s'il est parvenu au paradis. Le protagoniste répond calmement qu'il est à la résidence Sunshine, leur nouveau foyer. Ensuite, il ordonne à l'homme d'aller nettoyer les corps de zombies avant qu'il ne commence à puer. Le conducteur se présente comme Shane et dit qu'il doit sauver sa fille de la planque des vilains. Mais notre héros l'arrête, lui demandant s'il prévoit de s'enfuir après avoir causé un tel désordre. Le jeune homme propose alors un marché. Shane nettoie les rues et en retour, le héros sauvera sa fille contre rémunération. Un peu plus tard, l'enfant marche avec la petite fille qui lui demande si c'est vraiment son père qui l'a envoyé. Il le confirme, ajoutant que son père a payé 100 yuan pour le service, ce qui déconcerte la petite fille. Depuis une fenêtre, l'influenceuse, Sushia Ao, est surprise de voir que le jeune homme est encore apparu. Elle s'irrite en voyant que cette fois, il est accompagné d'une petite fille innocente. Le protagoniste lève alors les yeux, remarquant que la femme à la fenêtre l'observe attentivement. Avec un sourire, il fait un signe de la main à la femme qui l'observe depuis la fenêtre de l'immeuble. Suzakia est terrifiée par son sourire, convaincue qu'il s'agit d'un dangereux maniaque. Submergée par la peur, elle se précipite pour fermer les rideaux et se cacher de lui le plus rapidement possible. La femme pleure, supposant qu'il a kidnappé la petite fille et déplorant son triste sort. Notre héros trouve sa réaction bizarre, se demandant si l'apocalypse lui a fait perdre la tête. Il décide de l'ignorer et conseille à la petite fille de rester à l'écart des personnes ayant des problèmes mentaux. Pendant ce temps, le groupe de la bibliothèque roule dans une rue déserte et repère une horde de zombies. Soudain, l'un des hommes dans la voiture sursaute, choqué par ce qu'il voit dehors. La chef du groupe, à l'arrière, demande à son collègue ce qui se passe. L'homme désigne notre héros et la petite fille se promenant calmement de l'autre côté de la rue. Les deux font du lèche-vitrine et le protagoniste offre une poupée à la petite fille. La chef d'équipe s'inquiète, sachant que si les zombies les repèrent, ils auront de sérieux ennuis. Elle dit au conducteur de klaxonner pour attirer les zombies loin du duo dans la rue. Mais au lieu d'un klaxon, le groupe entend une musique pour enfants, les laissant complètement déconcertés. Le protagoniste et la fille ont activé un cactus chanteur pour attirer les monstres. Le son de la musique pour enfants captive l'attention de toutes les créatures mortes vivantes à proximité. En réponse,
Une horde massive de zombies se met à courir vers le bruit qu'ils ont fait. Les monstres ignorent complètement la voiture, se dirigeant tout droit vers la boutique où se trouvent le garçon et la fille. L'homme dans la voiture se plaint que le jeune homme les a surpassés et a attiré tous les zombies vers lui. Le groupe dans la voiture réalise qu'ils sont maintenant encerclés et dans une très mauvaise situation. Loin de là, dans une base du désert, un scientifique annonce les résultats des tests sur un cristal de zombie. Le scientifique révèle que la substance du cristal est inconnue et s'interroge sur sa stabilité. L'autre chercheur répond qu'elle est très stable, avec une couche protectrice aussi dure que de la peau. Le chef de la recherche déplore que même avec leur meilleur équipement, il n'ait aucune idée de ce que fait le cristal. Il demande ensuite si les autres bases de survivants ont fait des progrès dans l'acquisition de ces cristaux. Son assistant répond par la négative et qu'ils ont conclu que seuls des zombies spéciaux possèdent l'objet. Cela inquiète le scientifique, car cela prouve que les monstres évoluent, rendant l'avenir incertain. Pendant ce temps, sur le toit d'un immeuble, un jeune homme aux cheveux bleus exulte, affirmant avoir enfin réussi. Il brandit un cristal rouge, déclarant que, comme dans les romans, il l'a obtenu d'un zombie. Avec une lueur malveillante dans les yeux, il prévoit d'absorber le cristal pour devenir plus fort et dominer l'apocalypse. Le jeune homme s'apprête alors à ingérer le cristal et à revendiquer le pouvoir qu'il désire si ardemment. Il crie qu'il deviendra le roi de l'apocalypse et aura n'importe quelle femme qu'il désire. Mais un moment plus tard, le jeune homme est confus car il semble que rien ne soit arrivé à son corps. Agacé, il se demande pourquoi le cristal est inutile, contrairement à ce que ses livres promettaient. Soudain, une douleur aiguë lui transperce l'estomac, et il pense que le cristal prend enfin effet. Le jeune homme se tord de douleur sur le sol, mais croit que s'il peut l'endurer, un avenir brillant l'attend. Quelques instants plus tard, il commence à expulser violemment une grande quantité de sang par la bouche. Allongé au sol, il pleure et crie que cela ne peut pas arriver, refusant de périr ainsi. Et ainsi, l'homme ambitieux rencontre sa fin tragique, tout seul sur le toit de l'immeuble abandonné. De retour à la résidence Sunshine, un père est réuni avec sa fille, et ils partagent une étreinte émouvante. La mère de Fafi s'inquiète en voyant l'enfant couvert de crasse, mais il assure que ce n'est que du sang de zombie. L'ex-soldier félicite le jeune homme pour son efficacité et dit au nouveau venu de payer pour le service. Un peu embarrassé, le père de la fille tend à notre héros un billet de 100 yuan. L'enfant prend l'argent avec un sourire, lui disant de ne pas s'inquiéter pour les remerciements car c'est son travail. Il explique que l'argent était un paiement anticipé, ce qui choque le nouveau venu qui l'ait réellement accepté. L'homme chuchote alors au seigneur, lui demandant s'il ne trouve pas la situation un peu étrange. Le gentleman explique que payer pour des services est le fondement de l'ordre, assurant qu'ils ont un avenir. Un autre seigneur ajoute qu'au début, il pensait que le protagoniste était fou, mais qu'il comprenne maintenant sa vision. Le nouveau résident est confus par la conversation, mais sent que tout cela semble très profond. Soudain, le carillon bruyant d'une tour d'horloge retentit dans toute la ville, captant l'attention de tous. Le groupe reconnaît le son, déduisant que quelqu'un l'a réparé pour attirer les zombies. Un des couples âgés loue la bonne action des survivants, disant qu'il y a encore de l'espoir. Pendant ce temps, de nombreux zombies aux yeux rouges luminescents parcourent les rues de la ville. La cloche attire l'attention de la horde de morts-vivants, qui courent vers le son. Près de la tour, le groupe de la bibliothèque célèbre le plan brillant de leur chef pour utiliser la cloche, mais la chef d'équipe avertit que cette méthode de diversion ne fonctionnera pas éternellement. Elle exhorte ensuite ses hommes, disant qu'ils n'ont que 2 minutes pour récupérer les fournitures. D'un coup, la voiture du groupe est soulevée du sol par une force puissante et mystérieuse. Un des hommes est terrifié par cela et crie à sa chef de faire attention. Un zombie géant musclé et vert apparaît et commence à attaquer les autres monstres autour de lui. La créature monstrueuse lance sans effort les plus petits zombies de côté pour se frayer un chemin. Le monstre vert géant bondit alors de toutes ses forces vers la tour de l'horloge. Avec une agilité incroyable, la créature commence à escalader le bâtiment pour atteindre le sommet. Arrivé au sommet, le zombie mutant pousse un rugissement furieux, prêt à tout détruire sur son passage. Sans hésitation, le monstre frappe la tour de l'horloge avec une force immense, la pulvérisant. Le sommet de la tour explose en fragments et l'horloge est projetée par l'impact. Allongé au sol, le groupe de la bibliothèque regarde, choqué. Leur plan est complètement ruiné. La chef d'équipe perd tout espoir, se demandant si la civilisation peut vraiment survivre. À la résidence, l'un des habitants déplore que l'espoir apporté par la cloche ait disparu si vite, mais l'ex-soldier insiste sur le fait qu'ils ne doivent pas abandonner car un véritable espoir existe encore. Il explique ensuite au protagoniste que l'espoir doit être trouvé puis montré aux autres. Le gentleman poursuit son discours en disant «
Un leader doit unir la force de tous pour remporter la victoire. Le protagoniste est complètement déconcerté et admet qu'il n'a pas compris un seul mot de ce que le vieil homme a dit. Réalisant que la logique ne fonctionnera pas, le seigneur décide qu'il doit parler dans une langue qu'il comprendra. Il offre alors au jeune homme un emploi à temps partiel pour gagner de l'argent en trouvant des survivants. Les yeux de notre héros s'illuminent à la perspective d'un travail et il accepte l'offre instantanément. Ravi par la chance de gagner de l'argent, il part en courant pour commencer sa nouvelle mission. La femme du seigneur exprime son inquiétude, mais il la rassure en disant que le jeune homme est si fort qu'il semble à peine humain. Regardant le ciel, l'ex-soldier réfléchit que peut-être, juste peut-être, l'enfant est le dernier espoir de l'humanité. En marchant, le protagoniste sent soudain que quelque chose ne va pas et s'arrête au milieu de la rue. Une voiture qui roule à toute vitesse dépasse, et le jeune homme est impressionné par le véhicule à l'air cool. Depuis la voiture, un jeune homme aux cheveux violets l'invite à les rejoindre pour survivre ensemble. Mais notre héros décline l'offre, déclarant qu'il travaille et a déjà un endroit où rester. Le conducteur écrase alors l'accélérateur et s'éloigne à toute vitesse, laissant le jeune homme derrière lui. L'enfant se contente de regarder la voiture disparaître, indifférent à la situation autour de lui. La femme dans la voiture demande s'ils vont simplement le laisser là, mais le conducteur dit qu'il a refusé de l'aide. Dans le rétroviseur, il voit le jeune homme seul et sent qu'il pourrait être un problème pour leur groupe. Soudain, une horde de zombies apparaît, et le protagoniste remarque qu'il se déplace plus vite qu'avant. Il marmonne qu'il va devoir nettoyer les monstres pour gagner des points et se prépare au combat. Épée en main, notre héros affronte la horde de zombies, les éliminant avec facilité. Regardant les corps au sol, il conclut que les monstres évoluent et deviennent plus forts. Soudain, le protagoniste se retourne brusquement, sentant que quelque chose ne va pas dans les environs. Il repère alors un signal d'aide dans la fenêtre d'un immeuble, le reconnaissant comme une demande de secours. À l'intérieur de l'appartement, une femme nommée Suan se cache, terrifiée par quelque chose à l'extérieur. Elle se souvient avoir entendu la voix de son agent à la porte, mais son jeune frère était avec lui. Le frère de son agent la regardait avec une intensité étrange, et elle savait qu'il lui voulait du mal. La femme pleure en pensant à sa situation, mais elle sait que son intuition sur le danger est correcte. Dehors dans le couloir, un homme l'appelle, lui demandant si elle ne va toujours pas ouvrir. Une femme à côté de lui se plaint de l'homme, le traitant de dégoûtant et notant son sourire malsain. Le jeune homme s'agace de la porte verrouillée et du refus obstiné de la femme d'ouvrir. Il se moque ensuite d'elle pour avoir agi de manière si innocente, disant que pendant l'apocalypse, personne n'est un saint. Soudain, l'homme fait taire la femme, disant qu'il a entendu un bruit de l'extérieur. Sa collègue demande si c'est un zombie, mais le jeune homme dit qu'il ne sait pas et qu'il doit vérifier. À ce moment-là, des coups frappent à la porte de l'appartement 1705, attirant leur attention. À l'intérieur, Suan se terre de peur, criant à la personne à l'extérieur de rester à l'écart. Elle se met alors en colère, supposant que c'est le même cinglé qu'avant, et déplore sa malchance dans cet apocalypse. Dehors, le protagoniste entend les cris et se demande si la personne à l'intérieur est en difficulté. Avec un regard déterminé, il décide qu'il ne peut pas rester là sans rien faire. Il doit agir. Sans hésiter, notre héros enfonce la porte blindée d'un coup précis. La femme est complètement sidérée par l'apparition soudaine du jeune homme dans son appartement. Il lui dit de ne pas être nerveuse, mais la femme, armée d'un couteau, est loin d'être calme. Avec un sourire, le protagoniste la reconnaît comme une streameuse de danse qu'il regardait avant. Mais la femme panique, menaçant de se faire du mal s'il fait un pas de plus vers elle. Elle se souvient alors d'un film qu'elle a vu et réalise que des choses horribles peuvent aussi arriver dans la vraie vie. Le jeune homme essaie d'expliquer, disant qu'il a vu son signal de détresse et qu'il est venu l'aider car c'est son travail. La femme est sceptique, se demandant si un humain normal pourrait enfoncer une porte blindée. Voyant son doute, notre héros jubile intérieurement, réalisant que ses défenses commencent à s'effriter. Il décide qu'il doit profiter de son avantage et la convaincre de lui faire confiance. Le jeune homme sort un dépliant recommandant la résidence Sunshine comme un endroit idéal pour déménager. Il décrit une communauté remplie de bonnes personnes comme des médecins et des ingénieurs à la retraite. Et pour la touche finale, il mentionne la salle de sport extérieure et le jardin qu'ils cultivent eux-mêmes. Il souligne ensuite la partie la plus importante. Le loyer est incroyablement abordable pour tous. La femme reste sans voix devant l'argumentaire, le dévisageant dans une confusion totale. Avec un sourire, il réalise que son plan a fonctionné et qu'elle a enfin baissé sa garde. Le jeune homme dit alors qu'il comprend sa peur et que même pendant l'apocalypse, il y a encore de la chaleur entre les gens. Doucement, il prend la main de la femme,
lui demandant de baisser le couteau et de se calmer un peu. Il lui tend ensuite le dépliant, lui disant de regarder l'offre de plus près. La streameuse prend le papier, le fixant avec une expression d'incrédulité totale. Méfiante, elle lui demande qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment d'elle. Notre héros explique qu'il est un agent immobilier, et si elle n'est pas satisfaite, il a d'autres options à lui montrer. Il l'invite à s'asseoir, se réjouissant d'avoir réussi à entrer alors qu'elle hésitait encore. Les deux s'assoient, et il lui montre le plan d'un appartement loué 1500 yuan par mois. Il se souvient alors que la locataire précédente était une jeune femme décédée le tout premier jour. La femme lui demande s'il a toute sa tête, et le jeune homme, irrité, demande si elle l'insulte. Avant qu'il ne puisse partir, elle l'arrête et s'excuse, disant qu'elle ne voulait pas l'offenser. Avec une expression sérieuse, le protagoniste accepte ses excuses et la regarde attentivement. Il dit ensuite qu'il voulait juste vérifier si elle agit toujours de manière si erratique, ce qui la fait rougir. La streameuse s'excuse à nouveau, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas l'insulter et que c'était un malentendu. Le jeune homme pose alors une question. Les vrais anormaux ne sont-ils pas les gens qui ont abandonné toutes les règles et le bon sens? Il dit que les gens sont la chose la plus effrayante qui existe et qu'il essaie juste de suivre les anciennes règles. Elle est d'accord avec sa logique et décide qu'elle doit partir, surtout maintenant que sa porte est cassée. Le protagoniste lui demande si elle va louer l'endroit, et la femme accepte, disant qu'elle croit tout ce qu'il lui a dit. Il lui dit ensuite de faire ses bagages, une demande soudaine qui la déconcerte. Dans son esprit, la streameuse se demande si ce type est fou de parler d'argent pendant l'apocalypse. 10 minutes plus tard, elle émerge avec ses affaires, et notre héros lui demande si elle prend vraiment tout ça. La femme le confirme et exprime son inquiétude pour les autres survivants à l'étage inférieur. Alors qu'ils descendent les escaliers, il l'assure de sa force, et elle ricane, lui rappelant sa porte cassée. En atteignant l'étage inférieur, l'homme qui la harcelait apparaît soudainement devant eux. La femme est surprise par l'apparition du vilain et se cache rapidement derrière notre protagoniste. Armé d'un couperet, l'homme menace le jeune homme, déclarant qu'il n'emmènera la femme nulle part. L'enfant enfile une paire de lunettes de soleil et affronte l'agresseur avec un sourire narquois. Avec un regard intimidant, il demande au méchant exactement comment il compte le faire regretter ses actes. En un éclair, le protagoniste désarme l'homme, lui arrachant le couperet sans effort. L'agresseur est complètement stupéfait par la vitesse et la force du jeune homme, craignant pour sa vie. Il se demande comment le héros a réussi à prendre son arme avant même qu'il puisse réagir. Avec le couperet en main, l'enfant le réprimande pour avoir menacé des gens, lui rappelant que c'est un crime. La streameuse et le méchant sont tous deux totalement déconcertés par la leçon de droit du jeune homme. Il rend ensuite le couteau à l'homme, l'avertissant que s'il est attaqué, il se défendra, ce qui pourrait devenir compliqué. L'agresseur tient le couperet, complètement incapable de comprendre ce qui vient de se passer dans le couloir. Soudain, la complice du vilain apparaît, et la streameuse la reconnaît comme son ancien agent, Luong. La jeune femme se souvient que l'agent était comme une sœur pour elle, mais qu'elle est devenue une personne horrible. Le protagoniste dit à la streameuse de partir avec lui alors que les deux méchants les regardent avec colère, mais l'agresseur hurle de fureur, leur ordonnant de s'arrêter sur place. Notre héros se retourne avec un calme expression et demande ce que l'homme veut d'eux. Le méchant bloque leur chemin, pensant qu'il ne peut pas la laisser partir comme ça. Il accuse le jeune homme de l'emmener pour ses propres raisons égoïstes, et notre héros le réprimande pour son manque de respect. L'agresseur menace ensuite la femme, disant que si elle part avec ce type, un sort horrible l'attend. Il prétend que pendant l'apocalypse, il n'y a pas de loi et que rester avec lui est sa meilleure et unique option. La streameuse rétorque qu'elle préfère affronter la faim plutôt que d'être avec lui, et lui dit d'arrêter de rêver. L'homme devient furieux, accusant le protagoniste d'avoir ruiné ses plans avec la femme. Furieux, le méchant se précipite avec le couperet pour attaquer notre héros et en finir une fois pour toutes. Voyant cela, la streameuse panique et crie au protagoniste de faire attention. L'agent regarde, pensant que c'est la chance parfaite pour son frère de se débarrasser du type. Mais sans effort, notre héros assène un coup de pied solide à l'agresseur, l'envoyant valser. L'homme s'écrase contre une porte en verre, qui se brise à l'impact. D'un regard froid, le protagoniste déclare que ce n'était pas de sa faute. C'était de la légitime défense. La femme est choquée par sa force, réalisant qu'il a vaincu le méchant en un clin d'œil. Imperturbable face à la situation, notre héros lui fait simplement signe de le suivre pour qu'ils puissent reprendre leur chemin. L'agent se précipite pour aider son frère tandis que la streameuse suit le protagoniste hors de l'immeuble. Dans les escaliers, elle voit les corps et demande s'il les a éliminés, et le jeune homme répond que c'était de la légitime défense.
La streameuse est terrifiée par la scène, réalisant que le jeune homme est bien plus fort qu'elle ne l'imaginait. La femme lui demande de confirmer son travail, et il répète qu'il est juste un employé. Elle le dévisage, se demandant s'il est vraiment un simple agent immobilier. En marchant, il explique que son travail principal est d'être gardien de sécurité pour maintenir l'ordre. La streameuse est choquée d'apprendre qu'il est gardien de sécurité et demande s'il fait aussi des livraisons. À sa confirmation, elle éclate de rire, réalisant qu'elle a trouvé un homme très puissant. Notre héros ne comprend pas son rire, pensant qu'une fille si gentille peut être si sotte. Quand ils arrivent à la résidence, l'ex-soldier le salue, disant qu'il commence enfin à prendre le coup. Le vieil homme le félicite d'avoir interagi avec une jolie fille, ce qui le fait rougir. Il chuchote ensuite à l'oreille du jeune homme, lui conseillant de profiter de la vie pendant qu'il est encore jeune. Le gentleman plaisante, imaginant une version âgée de notre héros essayant en vain de draguer une fille. Dans son imagination, la jeune femme le repousse, et le vieux l'enfant essaie de la séduire avec son salaire minimum. De retour dans le présent, le protagoniste crie après le vieil homme, lui demandant de quoi il parle. C'est alors que la mère de Fafi appelle le jeune homme pour venir manger avec les autres résidents. Notre héros présente la streameuse à la cuisinière et à sa fille, qui sont sur le balcon. La petite fille complimente la beauté de la nouvelle venue, disant « Le protagoniste doit beaucoup l'aimer ». La streameuse est troublée par le compliment et dit que la petite fille est aussi très mignonne. Ensuite, il la présente au spécialiste réseau et à sa fille, ainsi qu'aux 4 seniors. Le couple âgé complimente la nouvelle résidente, commentant que le jeune homme a un excellent goût en matière de femmes. Tout le monde s'assoit ensuite pour manger ensemble, et la mère de Phil les sert tous. La table est chargée d'une variété de plats délicieux pour tous les nouveaux résidents. La streameuse complimente la nourriture et la cuisinière remarque que même pendant l'apocalypse, c'est un bon repas. La femme est émue, pensant qu'elle a fait le bon pari et que notre héros l'a amenée au paradis. L'ex-soldier lui demande comment elle gérait son approvisionnement en eau auparavant, et elle admet qu'elle n'en est pas sûre. Elle explique que l'eau du robinet semblait potable, et bien qu'elle ait eu peur, elle en a bu et ça allait. Un autre résident est surpris car il n'utilisait que l'eau purifiée apportée par le protagoniste. Le senior réfléchit alors que l'eau de l'usine de traitement subit plusieurs processus pour être purifiée. À partir de cela, il soupçonne qu'il doit y avoir des survivants à l'usine qui maintiennent le processus de traitement opérationnel. L'autre gentleman est d'accord, s'inquiétant que si leur approvisionnement en nourriture s'épuise, ils ne survivront pas. Le protagoniste annonce ensuite qu'il ira vérifier la station puisqu'il en connaît l'emplacement exact. La streameuse exprime son inquiétude, demandant si ce ne serait pas dangereux d'y aller seul. Il la rassure, disant qu'il y va de toute façon parce que maintenir l'eau propre est crucial. Terminant son repas, le jeune homme annonce qu'il se rend à la station et qu'il fait des courses pour 100 yuan par trajet. Excité par l'opportunité, les autres résidents commencent à passer leurs commandes à notre héros. La nouvelle résidente demande s'il est un super soldat, et le vieil homme répond qu'elle devra le découvrir par elle-même. Et ainsi, le protagoniste part pour sa nouvelle mission, se dirigeant vers l'usine de traitement de l'eau. À l'intérieur, un homme chauve se plaint de devoir vivre seul au milieu de la saleté et des ordures. L'administrateur de la station, Wong Kai, est épuisé et semble extrêmement faible. Il se confie ensuite à son chien, disant qu'il ne pense pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Désespéré, l'homme dit qu'il est juste une personne ordinaire et qu'il ne peut tout simplement plus continuer. Mais il pense aux autres survivants et décide de continuer à se battre pour qu'ils aient de l'eau. Soudain, le chien se précipite hors de la pièce et commence à fredonner un air joyeux. La sonnerie d'un téléphone portable attaché au chien attire une horde de zombies qui le poursuit à travers la station. Depuis l'entrée, l'administrateur observe la scène, déplorant son manque de nourriture et de force. Il puise alors son inspiration dans le courage du chien, décidant qu'il ne peut pas abandonner si facilement. Le chien continue de courir avec le téléphone qui sonne, attirant tous les zombies de la station. Mais soudain, le chien s'arrête et grogne, sentant une présence étrange et dangereuse à proximité. Un zombie évolué de type vitesse apparaît devant lui avec un regard affamé et menaçant. La créature commence alors à poursuivre le chien, qui court pour sauver sa vie pour éviter d'être dévoré. Sans endroit où courir, le chien se blottit dans un coin, terrifié par le monstre qui approche. À ce moment, le protagoniste arrive à vélo, trouvant le zombie évolué plutôt étrange. Il fait ensuite signe au monstre et le salue d'une manière amicale, comme si de rien n'était. Le zombie est confus par le comportement du jeune homme et bondit pour l'attaquer avec ses griffes acérées. Notre héros esquive, demandant à la créature de ne pas être si pressé car il ne veut pas se battre. Il avertit ensuite que s'il est attaqué,
Il ripostera et cela pourrait mal se terminer pour le monstre. D'un seul coup de son épée, il élimine le zombie, gagnant 3 points système pour la victoire. Un cristal rouge lumineux se matérialise ensuite à partir du corps vaincu du monstre sur le sol de la station. Le protagoniste réprimande les restes du zombie, disant qu'il avait averti de ne pas l'attaquer si légèrement. Le chien s'approche de notre héros et aboie comme pour le remercier de son aide. Le jeune homme caresse le chien et lui demande de le conduire aux autres survivants. Et ainsi, tous deux repartent ensemble vers la résidence, le téléphone sonnant toujours. En pédalant, notre héros repousse des zombies et continue son chemin avec le chien. Il est impressionné par l'intelligence du chien qui le guide tout en évitant habilement les obstacles. Le chien le conduit ensuite dans une salle sombre remplie d'ordures dans l'usine de traitement de l'eau. À l'intérieur, le chien commence à tourner en rond et à aboyer avec excitation pour attirer son attention. Le protagoniste caresse le chien et dit qu'il le suivra partout où il le mènera. Le chien guide ensuite notre héros vers la salle de chloration où se cache l'administrateur. À l'intérieur, l'homme déplore d'avoir été découvert et ne sait pas ce qui est arrivé à son chien. Il panique, réalisant que si le chien revient, il n'y aura personne pour lui ouvrir la porte. Soudain, il entend un aboiement et est surpris par le bruit inattendu venant de l'extérieur. Il suppose qu'il hallucine, pensant qu'il est impossible que le chien soit là. C'est alors qu'une voix l'appelle et il désespère, pensant que son hallucination s'aggrave. La porte est ensuite arrachée de ses gonds avec une force énorme, envoyant des débris voler partout. Le protagoniste entre, se présentant comme un gentil type qui cherche juste des survivants. L'homme pleure, convaincu que c'est une hallucination parce que les zombies doivent déjà avoir forcé l'entrée. Notre héros le réconforte ensuite, l'assurant qu'il est en sécurité maintenant et qu'il n'a plus rien à craindre. Submergé par l'émotion, l'homme l'étreint et pleure de soulagement, enfin sauvé. De retour à la résidence, l'administrateur mange un vrai repas, louant la saveur de la nourriture. Les deux petites filles bavardent et l'une plaisante en disant qu'il est la réincarnation d'une boulette de riz. Le protagoniste demande ensuite à Faye pourquoi elle appelle l'autre fille sœur alors qu'elle est plus âgée. La petite lui chuchote alors à l'oreille que l'autre fille a déjà été complètement apprivoisée. Le chien est confus puisque son maître mangeait joyeusement des croquettes avec lui ce matin même. L'administrateur s'excuse, disant qu'il avait tellement faim qu'il a fini par trop manger. La cuisinière le réconforte en disant que pouvoir manger est une bénédiction et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. L'ex-soldier le remercie pour son travail à la station et l'homme dit que c'était simplement son devoir. Le gentleman le félicite ensuite d'avoir sauvé tout le monde car l'eau est la ressource la plus précieuse pendant l'apocalypse. Le protagoniste l'invite alors à emménager dans la résidence et dit qu'il lui trouvera une place. L'homme est complètement déconcerté par l'offre, ne comprenant pas de quoi parle le jeune homme. Le seigneur explique que notre héros est dans le commerce de la location et que payer pour des services est normal ici. L'administrateur dit qu'il comprend et pourtant ne comprend pas la logique de cette communauté. La mère de fée lui dit qu'il s'y habituera et que Monsieur Wong comprend le mieux le protagoniste. Le vieil homme le félicite pour son courage, disant que cela lui fait vraiment aimer le nouveau résident. Il se souvient ensuite d'un camarade de guerre timide qui s'est sacrifié pour sauver tout le monde. À un moment critique, le soldat a couru avec une bombe et a détruit à lui seul un char ennemi. Le gentleman dit qu'il a réalisé que les gens montrent leur vrai courage quand c'est le plus important. L'administrateur conclut que le vieil homme est une sorte de mentor de vie et l'écoute attentivement. Le protagoniste lui propose un appartement à 1400 yuan par mois et lui demande comment il compte payer. L'homme est embarrassé, admettant qu'il n'a pas d'argent puisqu'il ne vaut plus rien pendant l'apocalypse. Le seigneur dit alors qu'il paiera le loyer, et l'administrateur pourra le rembourser avec son salaire. L'homme est confus, se demandant d'où viendrait son salaire au milieu de la fin du monde. Il change de sujet, demandant au jeune homme s'il sait comment s'occuper des zombies de la ville. Avec un sourire confiant, le protagoniste dit qu'il est très fort, et tout le monde ici le sait déjà. L'ex-soldier confirme la déclaration du jeune homme, et l'administrateur regarde, encore très confus. À cela, les femmes de la communauté hochent également la tête en signe d'accord, souriant en soutien. La streameuse réfléchit alors qu'il est plus que fort. Il est un monstre absolu. L'administrateur demande ensuite au héros de l'accompagner à la station quotidiennement pour des inspections. Le jeune homme accepte sans problème et dit qu'il va dans sa chambre puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Il demande ensuite au gentleman qui est ce jeune homme, et le seigneur répond que lui et tous les autres sont des héros. L'ex-soldier motive tout le monde à travailler ensemble pour améliorer leur communauté pour l'avenir. Pendant ce temps, à la base du désert, les scientifiques continuent leurs recherches sur les zombies. Un chercheur rapporte que les données d'autres bases n'ont montré aucun effet des cristaux.
Un scientifique révèle ensuite qu'un soldat s'est porté volontaire pour une expérience, mais elle a échoué. Le soldat a commencé à brûler de l'intérieur et n'a pas tenu plus de 3 minutes pendant le test. Elle conclut que le corps humain ne peut pas supporter le cristal et présente un résumé des types de zombies. Le premier est le type force, qui peut soulever une voiture de 2 tonnes et est immunisé contre les balles ordinaires. Le second est le type vitesse, qui peut courir à 150 km/h sans se fatiguer. Le troisième est le type hurleur, qui émet un son de 120 décibels causant douleur et nausée. Le chercheur avertit que si le son atteint 160 décibels, il peut faire éclater les tympans. Le scientifique en chef déplore la situation, se demandant si l'humanité a encore un espoir. Ailleurs dans la ville, plusieurs zombies à l'apparence bizarre errent dans les rues désertes. Depuis une fenêtre, un soldat nommé Guin observe la situation à l'extérieur avec des jumelles. Il vit dans son appartement avec 5 autres survivants, une femme enceinte et son mari. Le mari de la femme demande comment ça se présente et le soldat dit que la situation n'est pas bonne. Il demande ensuite des nouvelles de sa femme et l'homme dit qu'elle va mieux mais qu'elle va bientôt accoucher. Le soldat le réconforte en lui disant de ne pas s'inquiéter car il est là pour aider avec tout ce qui est nécessaire. Il s'inquiète car l'accouchement pendant l'apocalypse est dangereux et pourrait attirer beaucoup de zombies. Le soldat décide ensuite de sortir chercher des fournitures et son ami propose de l'accompagner. L'homme lui demande d'être prudent, lui disant de fuir s'il rencontre des zombies. Son ami le met en garde contre la légende d'un homme avec une épée qui erre dans les rues de la ville. Il explique que tout le monde l'appelle le fantôme immortel de l'Apocalypse à cause de sa force et de son courage. Le soldat est confus par l'histoire, ne comprenant pas la combinaison de mots si étranges. De retour à la résidence, le protagoniste s'occupe de ses tâches quotidiennes de patrouille et de travail. L'ex-soldier le regarde, réfléchissant qu'il est le plus occupé d'entre eux et peut-être leur dernier espoir. L'enseignante à la retraite aide les 2 petites filles à résoudre un problème de mathématiques. La mère de fille aide la femme âgée dans le jardin qui est reconnaissante pour cette aide supplémentaire. La streameuse s'approche ensuite du protagoniste, engageant la conversation alors qu'il marche. Elle lui demande de ne pas être si formelle avec elle et le jeune homme accepte avec un sourire. Le protagoniste l'appelle alors par un surnom mignon qui la fait rougir. La femme demande ensuite s'il croit que la ville reviendra à la normale comme le dit Monsieur Wong. Elle admet qu'avant elle n'y aurait pas cru, mais après les avoir rencontrés, elle a maintenant de l'espoir. Le jeune homme sourit, disant qu'elle connaît déjà la réponse et que la foi est tout ce qu'il faut pour réussir. Elle se demande alors pourquoi il travaille pour de l'argent au milieu de l'apocalypse. Il explique qu'il a peur de ne pas pouvoir se réadapter à la vie normale quand les choses reviendront à ce qu'elles étaient. Avec un sourire, elle lui demande s'il a une petite amie, et le protagoniste dit brusquement que non. La femme se propose alors, lui demandant s'il a déjà pensé à sortir avec quelqu'un, mais il la repousse. Choquée par le rejet, elle reste sans voix, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Il se justifie alors en disant qu'il est encore très jeune, seulement 20 ans. Notre héros dit au revoir, annonçant qu'il part nettoyer les zombies du quartier pour rendre la ville plus sûre. Elle réalise alors qu'il a l'ambition de nettoyer toute la ville et admire sa prévoyance. Loin de là, l'influenceuse Sushi observe notre héros depuis la fenêtre d'un café abandonné. Elle se demande pourquoi il n'a pas peur des zombies et s'il connaît un moyen de les éviter. Le protagoniste la repère et déplore que les problèmes mentaux soient difficiles à traiter avec seulement des médicaments. Il décide alors de nettoyer les zombies des magasins voisins pour aider à la guérison de la femme. Depuis sa fenêtre, l'influenceuse panique quand elle le voit tirer son épée, pensant qu'il va l'attaquer. Notre héros se souvient de la promesse qu'il a faite et décide qu'il doit lui donner un sourire chaque jour. Il affiche alors un large sourire terrifiant en direction de la femme qui l'observe de loin. La femme est si effrayée par son sourire qu'elle tombe en arrière, certaine qu'il a de mauvaises intentions.